Bonjour et merci à tous de nous rejoindre ce soir. Alors en direct sur les réseaux sociaux, en live, en direct live de Quai du Polar avec Bipolar. Vous êtes aussi dans la salle. On a encore une interview, vous avez pu suivre toutes les interviews cet après-midi. Si vous voulez réagir à cette interview, si vous voulez poser une question à l'auteur, je n'ai pas encore dit qui c'était, mais je vous garde un petit peu la surprise. Vous n'hésitez pas, on transmettra vos questions évidemment à tout moment, puis vous pouvez liker, partager et évidemment parler autour de vous. Alors j'ai le plaisir pour terminer cette journée de retrouver un auteur et ça me fait particulièrement plaisir parce que ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. C'est Cédric Cyr. Pardon. Cédric Cyr désormais. Pour un roman qui vient de sortir en poche, Vindicta, chez HarperCollins. Cédric, peut-être tu peux nous reposer un petit peu ce roman, comment tu en as eu l'idée, comment il est né dans ta tête? C'est compliqué de retracer toujours le moment initial où un roman naît. L'idée de Vindicta, c'était d'avoir un crescendo, des vies humaines en fait, qui se rejoignent. Donc il y a plein de personnages qui vont être mêlés au même événement dramatique en début de roman, qui va générer une vengeance. J'essaie de ne pas spoiler et c'est très difficile. Et en fait, il va y avoir une série de meurtres et vraiment une course-poursuite comme je l'ai toujours écrit parce que c'est ce qui me fait triper. Et particulièrement dans Vindicta, on est dans le sanglant, dans le gore, dans l'écorché vif, avec un tueur qui va se mettre à trucider un certain nombre de personnes pour une raison. Voilà, c'est vraiment une vengeance très personnelle à fleur de peau. Et c'était l'envie que j'avais de faire un roman assez simple dans la structure et très immersif, où dès les premières pages, on soit comme d'habitude accroché et qu'on a envie de savoir ce qui va se passer et ce qui va arriver à chacun des personnages. Ça commence par un braquage foiré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? La scène de départ, c'est effectivement 4 jeunes gens de cité du sud de la France, enfin, pas loin de Toulouse, qui ont la bonne idée d'essayer de faire un gros braco, d'aller braquer en fait un bijoutier. Ils s'imaginent qu'ils peuvent rentrer et qu'il va y avoir à l'intérieur une valise de cash, ce qui ne sera pas le cas évidemment. Tout va foirer, il va se passer une conséquence assez dramatique. Un flic était sur place pour autre chose. Il était un flic mis au placard qui s'appelle Olivier et qui est lui aussi un personnage donc assez à fleur de peau, on va dire ça comme ça, très écorché vif, en chute libre. Tous les personnages du bouquin en fait sont en chute libre et il va être le seul à voir ce qui s'est passé et être incapable de le sortir. Enfin, sa hiérarchie va dire non, tu étais pas censé être là, tu ne dis rien, tu laisses faire les autres services. Donc il va être obligé de, quelque part, le drame va être aussi à cause de lui, chacun se sent responsable. C'est un bouquin sur la responsabilité, sur les conséquences de nos actes quand on dérape. Et donc il y a ça, il y a d'autres personnages aussi, et il y a évidemment le tueur qui va... C'est très difficile de ne pas spoiler le point de départ, mais en fait, une personne va être mortellement blessée, et donc le tueur à gages, qui est un ancien militaire indestructible, va se mettre en quête de punir tous les gens responsables. C'est intéressant cette thématique de la vengeance parce que dedans il y a une forme aussi d'injustice, on n'a pas le droit normalement de se venger. Pourquoi est-ce que toi tu as voulu l'aborder et comment tu t'en es emparé? Alors c'est comme dans tous les bouquins, c'est de la catharsis. Enfin, je fais ma thérapie en fait, de livre en livre. Hein. Je raconte mes cauchemars et je suis payé pour ça. donc j'aime bien mon boulot pour cet aspect-là. Mais en fait c'est vrai que chaque livre aborde des questions existentielles, hein, et là c'était la différence, la limite entre le bien et le mal. Qu'est-ce que le chagrin peut nous pousser à faire quand on sait qu'on est en perte, en escalade complète et qu'on s'en fout en fait. On sait très bien que nos actes dépassent ce que la société, ce qui est acceptable moralement, et qu'il y a parfois certaines choses sont tellement graves qu'on s'en fout. Et j'espère que le lecteur, en découvrant le bouquin, va pouvoir s'attacher à tous les personnages, que ce soit les petits braqueurs, que ce soit y compris le tueur, à une certaine limite, le flic, toute la galaxie de personnages qu'on voit à l'intérieur, parce que il n'y a aucun personnage qui est entièrement noir, entièrement blanc, chacun a des failles. Et en fait, c'est aussi un bouquin où chaque personne, systématiquement, prend la mauvaise décision, un peu comme on le fait dans nos vies perso, qu'à chaque fois on se retrouve face à des choix, et il y a le mur d'un côté, et puis il y a la solution plus intelligente de l'autre côté, on va foncer dans le mur, et ça va être de pire en pire. Et c'est comme ça que j'ai conçu tous les personnages. Et je pense pas qu'il y a de vrais personnages méchants dans Vindicta. C'est juste une convergence de destin qui font que ça peut pas bien se finir en fait. Alors c'est intéressant, ils sont tous en clair-obscur, c'est vrai. Et en même temps, il y a un danger, c'est qu'on éprouve beaucoup trop de sympathie pour quelqu'un qui finalement fait des actes très répréhensibles. Comment tu joues toi avec cette limite-là ?
Je joue comme je peux. Non, mais je découvre ce que je disais, je suis sincère, je fais ma thérapie. Je me dis, bon, dans cette situation-là, est-ce que je serais du côté de la victime, du tueur, si le tueur a une très bonne raison, et en même temps, non, parce qu'il va quand même assassiner des gens de manière atroce. Mais est-ce qu'à sa place, je ferais pas pareil? Et je prends aussi l'exemple du flic qui était là, il se sent responsable. S'il avait agi, s'il n'avait pas écouté sa hiérarchie, il aurait pu sauver une jeune gamine, hein, voilà, qui ne serait pas fait écraser. Donc il se sent responsable et en même temps il veut à la fois attraper les braqueurs, à la fois les sauver. Lui il a ses failles aussi et il se met en porte-à-faux avec sa hiérarchie parce qu'il va finir par mener son enquête tout seul, donc forcément faire n'importe quoi aussi. Et ça m'intéressait parce que c'est comme ça que on fait, au quotidien je pense dans nos vies, le bien et le mal c'est des notions assez abstraites et assez synthétiques, et en réalité non, la vie elle est plutôt entre les deux. Ouais, et justement, il y a Olivier Salva. Donc, Olivier Salva, c'est le policier. Ouais. Lui aussi est un peu cabossé, il est un petit peu à la dérive. Comment toi, tu le vois? Comment tu l'as imaginé? Mais il est super touchant. Enfin, je me suis mis, comme d'habitude, je me suis mis dans sa peau. Enfin, chaque personnage, c'est moi, une certaine partie de moi, de ma personnalité. Et je me suis dit, ouais, si j'étais comme cette personne, si j'étais un petit toxicomane quand même, parce que bon, il fume toute la journée, en fait, non-stop. C'est un très bon flic, mais qui est jamais rentré dans les clous. Il est mis au placard parce qu'en fait, voilà, au début du bouquin, s'il est là, s'il est en planque pour prendre des photos, c'est que suite à des soucis, il a un peu trop piqué dans les scellés de l'argent pour payer ses dettes, en réalité. Donc c'est pas non plus quelqu'un de vraiment gentil, mais c'est un loser attachant et qui au fond de lui essaie de faire le bien, mais en se plantant à chaque fois. Tu as souvent des personnages cabossés comme ça, comme héros. Je me souviens d'autres romans pareils. Est-ce que c'est parce que ça les rend un petit peu plus attachants, pas de grandes histoires sans grand drame, ou est-ce que c'est une manière de les mettre un petit peu dans le bain tout de suite? Je ne me pose pas vraiment ces questions. En fait, c'est très compliqué. La création, c'est toujours, on nous demande toujours, oui, pourquoi le personnage comme ça? Les personnages naissent comme ça, je les vois dans ma tête et ils sont surtout au service de l'histoire, parce qu'en général j'ai une thématique. Là c'était vraiment donc, comme je disais, ce crescendo, c'est ces lignes de vie qui se rejoignent et qui se percutent, et chaque personnage a des raisons d'en vouloir aux autres. Enfin, il y a des antagonismes systématiques, et je voulais créer des personnages qui correspondaient à cette situation-là. Donc ils sont tous nés de manière à peu près spontanée. Donc j'ai pas creusé le personnage pour des raisons artificielles. C'est juste qu'il m'est apparu, pour moi c'était Olivier, il était comme ça et il convenait parfaitement à l'histoire que je voulais raconter. Ouais, ça veut dire que t'es comment avec ce personnage? Il te parle, t'es en empathie avec lui, ou t'arrives à le garder à distance? Alors, il n'existe pas, déjà. Il n'existe pas. C'est important, non, il faut se répéter tout le temps. C'est bien à toi que je pose la question. C'est aussi pour ça que je peux tuer plein de gens dans les bouquins, parce que des fois on me reproche ça, et en fait, non, c'est pas des vrais gens qui meurent, c'est des taches noires sur du papier, c'est juste une abstraction, c'est un tour de magie. Je fais croire que les personnes existent et après je les massacre. C'est pas encore aussi simple, c'est que d'abord j'essaye de les créer de manière humaine, avec des failles, qu'on s'attache à eux, et après je les massacre. Donc c'est super, la nuance est super importante. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'expliquer comment un personnage naît. En revanche, ce que j'essaie de faire, c'est de parler de personnes qui me paraissent réelles. Voilà, c'est pas des personnages en deux dimensions. Il y a des non-dits parfois, mais pour moi, les personnages, ils sont pas là, ils me parlent pas. Mais j'essaie de me mettre. C'est plutôt l'inverse. Je fais comme si la personne, je la connaissais, comme si elle existait, et je mets la caméra entre guillemets derrière elle, vraiment au ras de la peau, et je me mets dans sa peau, dans ses sentiments, dans ses crises de nerfs, voilà. Parce que vraiment dans Vindicta, tous les personnages sont écorchés vifs. C'était aussi une des envies que j'avais quand j'ai commencé à écrire le bouquin. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, d'ailleurs, qui quelque part répond aussi à ta question. C'est que initialement j'avais fait un plan, comme je fais tout le temps, comme on fait tous. On fait un début, une fin, on fait plein de péripéties pour aller du point A à la fin. Et parfois ça marche super bien. Et là, arrivé à la moitié du livre, ça marchait plus du tout parce que les personnages étaient trop corsetés. Et alors c'est pas qu'ils sont mis à vivre tout seuls, ça n'existe pas. Mais en revanche, ce que je voulais, c'était que les personnages aient un tissu un peu réel de viande. Et à ce moment-là, j'ai jeté à la poubelle mon plan, qui était trop artificiel, et je les ai laissés agir. Et du coup, la fin du livre est radicalement différente de ce que j'avais prévu initialement. Certains personnages qui devaient mourir se retrouvent en vie à la fin du bouquin, je dirais pas lesquels évidemment. Ouais. Certains personnages que je comptais sauver
meurt, parce que finalement il le méritait. Et il se trouve que le bouquin se finit à un endroit totalement différent, avec pas du tout le même casting de personnages, mais c'était beaucoup plus logique. Donc ça s'est créé vraiment de manière à fleur de paume, y compris dans l'écriture. Et dans ton écriture, tu es toujours un peu trash dans la violence? C'est ce qu'on me dit, je m'en rends pas compte. En fait. Comment tu gères? Parce que du coup, ça gicle un petit peu chez toi. Hein. Il y a du sang, il y a des organes. Ouais, j'aime bien. Non, je vais passer pour un psychopathe encore une fois. C'est clair. Je suis un amoureux complet, profond du genre horrifique. C'est mes racines, que ce soit l'horreur fantastique ou l'horreur thriller, le roman noir. Ce qui m'intéresse, c'est de faire peur. C'est de travailler mes cauchemars, comme je disais, je reviens à ma thérapie, mais c'est ça en fait, c'est la psychanalyse. C'est de faire peur au lecteur en sachant que c'est pas vrai. Et je reviens aussi là-dessus, c'est super important. Mon but, c'est de divertir. Je trouve ça chouette parce que ça parle de nous, mais ça nous divertit. Ça nous permet d'oublier la réalité qui est en fait bien pire que tout ce qu'on peut inventer. Et donc effectivement, ce côté visuel, ce côté too much, ce côté Tarantino parfois, outrancier, mais je m'en fous, c'est fun, quoi. Il y a un sourire en coin tout le temps dans ce que j'écris, parce que c'est ce que j'ai envie de lire, j'ai envie de faire tourner les pages au lecteur, et c'est ce que moi j'aurais besoin, comme quand je lis un comics, avec des choses surlignées, de l'italique, des bruitages, c'est fun en fait. Et donc il n'y a pas, quand on parle du coup de ce côté violence, ce côté gore, j'ai du mal à le réaliser, parce que pour moi ça reste du divertissement, et c'est quelque chose que je répète en boucle tout le temps, mais c'est essentiel, c'est que je suis là pour divertir, et il n'y a aucune autre prétention derrière. Et j'essaie de le faire de manière fun. C'est parfois quand on le lit comme si tu en faisais presque un petit peu trop dans la violence, mais pour nous tenir presque à l'écart, quoi, tu vois. Ouais, et puis parce que c'est fun, c'est joli, c'est pas des vrais personnages, donc on peut. Et puis c'est des métaphores. Enfin voilà, je prends des situations humaines, des conflits dans la réalité. Quand on s'énerve et qu'il y a quelqu'un qu'on déteste. Bon, je te regarde, mais je pense pas à toi, mais on a envie de voir sa tête exploser, on a envie de faire des choses. Alors, c'est des petits moments de folie qui, 2 secondes après, on continue à parler très calmement, mais on a envie de le tarter, de prendre un flingue, et on le fera pas. Le bouquin nous permet d'avoir cette catharsis, de dire, dans le bouquin, il le fait. Et du coup, il y a la conséquence. Donc, en même temps, on se dit, bon, heureusement que je le fais pas dans la réalité, parce que ce serait insoutenable, la conséquence de nos actes serait insoutenable. Donc, il y a ce côté vraiment exploration de notre inconscient, selon moi. En tout cas, c'est mon moteur, ça l'a toujours été, et j'ai l'impression que ça va de plus en plus, encore plus poussé, et le côté divertissant. Et effectivement, de raconter des choses banales qu'on peut vivre tous les jours, il n'y a pas d'intérêt. Si on ouvre des histoires, c'est pour avoir des histoires qui nous dépassent. Dès l'âge des cavernes, ils faisaient des dessins sur les murs, quoi, pour montrer les exploits des guerriers ou je ne sais quoi. Enfin, après, il y a eu les mythes, il y a eu l'Iliade, l'Odyssée. Enfin, c'est bien d'être plus grand que nature pour parler de l'être humain, il me semble. Si la réalité était plus intéressante que la fiction, on n'aurait pas besoin de la fiction. La fiction est là pour transcender ça et pour dépasser du cadre. Et puis pour parler aussi de la réalité. Tu es dans quel état, toi, quand tu écris? Je suis en auto-hypnose, réellement. Ouais. Je mets de la musique d'ambiance. Ou des chants d'oiseaux ou des choses vraiment, je m'isole dans des. Ouais, je suis en auto-hypnose. Je fais brûler de l'encens et j'ai plein de manies, de rituels. Et du coup, quand tu te relis, l'écriture, c'est très compliqué à expliquer parce que c'est la seule chose que j'ai envie de faire, c'est ce qui me fait triper. Ma vie tourne autour de ça et c'est extrêmement difficile. L'acte d'écriture, il est super dur, donc c'est une création artificielle. Mais en même temps, il y a ce côté auto-hypnose où on se lâche. Et donc c'est une espèce de paradoxe. Et en fait, je travaille, j'écris, je coupe, parce que la phrase va pas, parce que l'enchaînement, le fléchage est pas bon, parce que je vois pas justement le sang sur les murs ou les choses. Et à force de bosser, quand je me relis, c'est fluide, je me dis putain, on dirait que c'est sorti comme ça. Et c'est là où je me dis c'est bon, là je suis content, il n'y a plus les scories, mais le premier jet est immonde, et voilà, il y a des heures et des heures pour faire une page qui est l'air naturel, qui est cette illusion d'évidence qui est du boulot en fait. Et quand tu regardes tout ce que tu as fait, parce que tu as fait au moins une bonne dizaine de romans maintenant, c'est ça. La bibliographie grossit, quand tu regardes un petit peu tout ce que tu as fait, quel regard tu portes sur les précédents romans? J'en suis super fier, et non, mais c'est surtout que, à titre perso,
je vois mon évolution. Je sais que chaque lecteur a une grille de lecture différente, donc va rentrer dans un bouquin ou pas, en aimer certains, en détester d'autres. J'ai leur réaction au salon, c'est super instructif de voir comment les gens se projettent. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais à un lecteur, on avait cette discussion, et pour moi, l'acte d'écriture, on fait la moitié du chemin, et l'autre moitié se fait dans la tête du lecteur, qui va habiller les décors, les personnages. Quand je pose la question à un lecteur de savoir, parce que quand on me dit par exemple que ma flic albinos, dont on parle encore aujourd'hui, Eva Svarta, qui a marqué les imaginations, on me dit tu la décris super bien, je la vois, et elle n'est jamais décrite. Donc quand je demande aux gens, mais est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, est-ce que ses cheveux ils sont longs, est-ce qu'ils sont frisés, et là les gens, effectivement, chacun a sa vision archétypale qui lui appartient, et je trouve ça fabuleux. L'histoire n'existe que dans la tête de la personne qui va le lire. Et je sais même plus pourquoi je me suis embarqué dans cette explication, comme d'habitude. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on a commencé l'entretien juste avant l'entretien en redisant le plaisir d'être à un festival, de voir les gens, de voir les lecteurs et lectrices. C'est important pour toi? C'est essentiel. Et ça me manquait, je pense que ça manquait à tout le monde, à toute la profession. Ça rythme une année. En fait, quand on écrit, on est isolé. Justement dans ce travail qui est monumental, et ensuite il y a le plaisir d'avoir les bains de foule, de voir les gens pour qui on a écrit. Ça rend réel en fait les choses, parce que j'écris pour les autres. C'est quelque chose qui est évident et que je répète encore parce que pour moi c'est essentiel. Je suis là pour divertir, je n'existe que si les bouquins sont lus, et la seule utilité de mes livres c'est d'être lus, c'est de faire passer un bon moment aux gens. J'écris pas pour moi, les histoires je les ai, tout cet effort que je fais c'est pour que ce soit lisible par quelqu'un, et donc de rencontrer les gens en vrai, en chair et en os, ça rend réel les choses. C'est plus une abstraction. Je me dis, c'est les gens qui m'ont acheté, qui me lisent, dont j'ai réellement le retour de savoir ce que j'ai foiré, parce que je foire des trucs. Et c'est ta question tout à l'heure, c'était sur l'évolution. Et du coup, ça me permet aussi d'évoluer. Et je vois avec le recul à quel point chaque livre a été l'image de la personne que j'étais à un moment donné, et comme des bandes kilométriques un petit peu. Et je vois mon évolution personnelle au travers des thématiques qui m'obsède, même s'il y a des bases. Le prochain sera sur l'obsession à nouveau. Il y a des choses, des questions essentielles que je me pose. Mais je vois mon évolution, je vois peut-être la facilité grandissante que j'ai à créer des personnages plus complexes. Ça représente en fait mon parcours. Et du coup, de rencontrer des gens, ça me permet de m'améliorer. Parce que quand je vois que un certain nombre de gens me reprochent la fin d'un livre parce qu'ils n'ont pas compris, je me dis, bon là j'ai vraiment foiré mon truc. Pour moi c'était évident, mais si les lecteurs ne l'ont pas compris, c'est que ce genre d'effet-là, que je trouvais génial quand je l'ai fait, c'était pas une bonne idée. Donc ça me permet de m'améliorer et de discuter aussi, d'avoir de nouvelles idées. Il y a parfois de rencontrer une personne dont le boulot c'est d'embaumer les défunts, une thanatopractrice, c'était pour le coup c'était une jeune femme. Ça m'avait donné l'idée complètement de créer un personnage qui avait ce métier-là dans Du feu de l'enfer. Enfin, voilà, ça fait fonctionner les neurones. Ça t'alimente en permanence. Dans Vindicta, on commence avec une citation d'Alice Cooper. Alors pourquoi Alice Cooper? Parce que j'adore. Parce que puis quand j'ai pensé à la thématique que je voulais aborder, ce morceau-là, Vengeance is Mine, ça apparu comme une évidence. Et parce que c'est ma culture musicale, et ça me paraissait ouvrir avec du rock'n'roll. Il y a toujours dans tous mes bouquins, dans Vindicta, il y a Painkiller de Judas Priest, qui est un morceau énorme que j'adore. Donc j'ai mis une personne en train de se faire tuer, se faire massacrer sur ce morceau-là, mais les paroles du morceau collaient à ce que je voulais décrire. Donc ouais, c'est le rock, le métal, c'est ma culture. Donc ça baigne toute ma créativité. Et ça termine par un autre rocker, Victor Hugo, avec une citation des Misérables. Ce grand monsieur de la chanson. Exactement, et qui nous manque. On attend son dernier album. J'aime bien la citation parce que du coup, elle se nomme Vindicte, elle n'est pas neutre, elle ne vous permet pas de rester neutre, et qui l'aperçoit frissonne du plus mystérieux des frissons. C'est parfait. Ça résume parfaitement tout ce que j'essayais d'aborder dans le roman. Donc pareil, je suis tombé sur cette citation presque par hasard. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est ça. Le livre, c'est ça. Bon, on essaiera de l'avoir en interview alors. Il a l'air sympa, ce Victor. Merci beaucoup, Cédric. Immense merci. Ouais, on a donc des questions sur les réseaux sociaux. Jessica.
Oui, alors, ça sera plutôt des questions autour de l'écriture de vos polars. Et tout d'abord, on va revenir sur votre obsession pour le genre de l'horreur. Et nous avons une question de Tatiana qui vous demande si un jour vous reviendrez au genre fantastique. En effet, j'adore le fantastique. J'ai commencé par écrire des romans empreints de surnaturel que j'ai abandonné progressivement parce que j'avais des thématiques que j'avais envie d'aborder. Et j'ai encore des idées pour un ou deux livres réellement ancrés dans le réel, qui seront des thrillers horrifiques toujours, mais des thrillers. Et notamment, parce que c'est une question qu'on me pose de manière récurrente, effectivement, la série avec Eva Zvarta, il y aura un 4e volume. J'ai l'idée, j'ai envie de l'écrire, il faut que je trouve le temps, mais oui, je reviens. Et pour le coup, ce sera un bouquin très fantastique. Mais je préfère faire encore un ou deux livres très réalistes avant de revenir à quelque chose, de remettre le curseur, le potentiomètre à 11 sur le fantastique. Et Jessica, il y avait une autre question ? Une autre question un peu peut-être plus personnelle, c'est de Antique qui vous demande comment votre famille vit le fait que vous soyez auteur et de votre écriture. Ma famille. Oui. C'est compliqué. On avait dit pas la famille. On avait dit pas la famille. Si elle accepte ce que vous écrivez. Ouais, ma famille a longtemps pas du tout compris ce que je faisais dans la vie. Pensait que je me droguais, que je sais pas, mais pensait que je m'égarais voilà, parce que j'ai toujours été décalé, juste parce que je faisais les choses qui me faisaient triper. Et quand je disais il y a quelques années maintenant à mes parents, mais je vous jure, je suis écrivain, c'est mon métier, je gagne ma vie, et il y a plein de gens super différents qui me lisent. Ils me croyaient pas parce que j'étais leur fils, parce que j'écoutais du hard rock et parce que pour eux j'étais un délinquant. Je grossis un petit peu le trait si mes parents me regardent, mais c'était un peu ça quand même. Jusqu'au jour où en fait ils sont partis vivre en Guadeloupe. Et ils avaient leur voisine, qui devait avoir une 60aine d'années, donc une Guadeloupéenne, qui avait tous mes bouquins et qui était super fan. Et là, ils se sont dit, mais en fait, il nous ment pas quand il nous dit que des lecteurs très différents aiment bien ces bouquins et que c'est vraiment, il gagne sa vie avec ça réellement, et qu'il est connu, entre guillemets. Là, ils ont réalisé que c'était vrai. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont super fiers de moi. Mais il a fallu un petit peu, voilà, quelques années. Est-ce qu'on a une autre question, Jessica ? Ça sera tout. Eh ben super. Eh ben merci beaucoup, Cédric. C'est moi. Voilà, on embrasse tes parents, du coup. Hein. Merci à vous qui nous avez suivis toute cet après-midi, voilà, papa et maman Cédric. Merci donc de nous avoir suivis. Tout ça, vous allez pouvoir évidemment le revivre en replay sur les réseaux. Demain, on a d'autres interviews en live, donc soyez là. On a tout le programme, évidemment, régulièrement, et on a un joli programme. Et on va vous souhaiter une bonne soirée, un bon festival. Au revoir.